Salut à tous, bienvenue dans l'After FC, l'émission foot de RMC Sport qui vous permet de tout savoir du fonctionnement d'un club, qui vous raconte le quotidien d'une personnalité, qui analyse les enjeux et les problématiques du monde du foot. On est en direct aujourd'hui sur la chaîne YouTube de l'After et sur la chaîne After Foot Télé également, la chaîne YouTube RMC Sport. Qu'est-ce que je dis moi? Dans l'After FC aujourd'hui, Rémi Dumont, Loïc Moreau, salut les garçons. Salut Jérôme, salut tout le monde. Tout va bien? Et ouais, Prêt à accueillir notre invité? toujours grand plaisir. plaisir. De toute façon, on est bien. Aujourd'hui, notre invité avait été nommé parmi les meilleurs espoirs de Ligue 1. C'était il y a une petite dizaine d'années quand il évoluait à l'OGC Nice, international des moins de 20 ans avec l'équipe de France. Des mauvais choix de club et des blessures ont entravé sa progression et compromis une carrière qui s'annonçait grande, milieu de terrain technique et élégant. Il a tenté sa chance au Népal, s'est entraîné cet été avec d'autres joueurs au chômage grâce à l'UNFP et il refuse d'arrêter sa carrière. L'amoureux du foot, Vincent Cosiello est dans l'After FC. Salut Vincent! Vincent, comment? Merci à toi d'être disponible. On va essayer d'avoir un meilleur retour parce qu'on t'a entendu. Je pense que c'est le générique. Le générique était un peu trop fort. Très bien. Vincent, comment ça va? Quel est ton quotidien en ce moment? Bah, ça va très bien, enfin ça peut mieux aller forcément parce que je me suis rompu le tendon d'Achille lors de ce stage de l'UNFP FC cet été. Mais la rééducation se poursuit bien et puis sinon ça va bien. On va parler de tes blessures et de cette blessure en particulier dans quelques instants. Mais d'abord, tu le disais, l'UNFP, ce stage donc qui a duré cet été. Est-ce que c'était la première fois que tu participais à un stage organisé par l'Union nationale des footballeurs professionnels? Je rappelle que c'est le syndicat des joueurs. Non, j'ai participé aussi au stage de l'année passée. Donc ça s'est très bien passé c'est les deux fois et vraiment je remercie l'UNFP de nous proposer ce stage qui est simplement génial pour les joueurs comme moi qui sont en recherche de nouveaux projets, qui ont eu des parcours un peu bloqués, un peu compliqués pour diverses raisons. Moi ça a été notamment les blessures. Mais en tout cas, vraiment, c'est un stage qui se passe vraiment super bien et qui est vraiment très important pour chaque joueur. Vincent, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe pour intégrer l'UNFPFC? Est-ce que c'est l'UNFP qui t'appelle? Est-ce que c'est toi qui les démarches? Comment ça se passe? Il y a une liste d'attente, une sorte de sélection? Comment on y entre dans ce club? Alors, en fait, c'est tous les joueurs qui sont adhérents à l'UNFP qui ont la possibilité de s'inscrire au stage d'été, stage de pré-saison, qui se déroule pendant tous les étés, depuis maintenant, je sais même pas combien de temps, mais donc voilà. Depuis Après, 1995. tu t'inscris. 85, pardon. Voilà, Je bossais. 85. 40 ans. Fou. Donc, donc en gros, après on s'inscrit et puis c'est vrai que malheureusement il y a énormément de joueurs qui sont sans contrat à la fin d'une saison et du coup il doit faire une sélection parce qu'ils ont énormément de demandes et puis après ce qui est bien c'est que l'objectif du stage c'est que les joueurs retrouvent le plus rapidement possible un nouveau club et du coup il y a un roulement et quand un joueur part il se fait remplacer par un autre. Loïc. Oui, comment dire, on disait donc tu as participé à ce stage cet été. Il y a eu un docu fait par nos confrères de l'équipe justement sur cette session-là. Et dans le docu, on voit que tu arrives à peine au stage et directement, tu as une possibilité. Tu es prêt à l'essai dans un club serbe. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé avec ce club? Oui, bah, comme je le disais, donc l'objectif du stage, c'est vraiment de trouver un nouveau projet. Le matin de mon arrivée au stage, je reçois un coup de fil me disant qu'il faudrait que je prenne un avion ce soir pour aller en Serbie parce qu'il y a un match, donc c'était le lundi, il y a un match le mercredi, un match amical. On veut me voir sur ce match amical, donc j'ai dit bonjour à tous les joueurs et le staff de l'UNFP et puis je suis reparti directement et sur le match amical ça s'est très bien passé. Enfin pour moi je me suis trouvé performant, j'ai joué 45 minutes comme tout le monde parce que c'était un match de pré-saison et puis c'est vrai que j'ai pas
non plus eu de retour de la part du directeur sportif, de la part du coach. Et puis on m'a dit aussi, parce qu'il y avait pas mal de joueurs français qui m'ont super bien accueilli aussi là-bas. Ils m'ont dit que c'était un peu spécial là-bas, comment on décidait les équipes. C'était pas forcément l'entraîneur qui faisait l'équipe. Et donc j'ai pas senti vraiment de la volonté que je vienne dans le club. Donc je me suis dit que si c'était pour m'embarquer dans un truc encore un petit peu bourbier, c'était pas vraiment pour moi. J'avais la possibilité de rester avec eux sur le stage de pré-saison qu'ils faisaient, mais étant donné que j'avais aussi la possibilité de rentrer à l'UNFP, je me suis dit que voilà, s'ils avaient besoin de moi, et ils avaient mon numéro et ils me rappelleraient, parce qu'honnêtement l'Athéen Serbe ça m'intéressait. Mais que j'allais pas non plus attendre, espérer pour finalement ne rien avoir. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai préféré en revenir. Donc le lundi, tu arrives au stage UNFP, donc en région parisienne. Le lundi soir, tu prends l'avion direction Belgrade. Le mercredi, tu fais ton match amical. Tu es rentré donc du coup dès le jeudi. Et après, l'UNFP t'a repris tout de suite parce que comme tu le disais, en fait, tu avais libéré une place. Et comment ça s'est passé ensuite ? Donc voilà, j'ai libéré une place et puis mais j'avais demandé déjà à l'UNFP s'il y avait moyen que je puisse revenir, parce que j'étais pas, ça s'était tellement fait rapidement cet essai en Serbie que je savais pas non plus ce que ça valait vraiment exactement. Donc j'ai quand même demandé que si je revenais jeudi, est-ce qu'on me reprenait, et ils m'ont dit qu'il y avait pas de souci, qu'ils me reprendraient. Donc voilà. Après, c'est vrai que moi-même, j'ai pas envie de garder une place au show à l'UNFP quand il y a un autre joueur qui est en demande aussi, qui a besoin de s'entraîner et de jouer des matchs amicaux pour rester en forme, exactement comme moi j'ai pu en bénéficier. Et comment ça se passe voilà, quand tu joues cette place. Ouais. Excuse-moi Vincent, ouais. Comment ça se passe quand tu joues les matchs? Il y a des agents, il y a des membres de clubs de foot qui sont au match, qui assistent des matchs de l'UNFP. De l'UNFP, oui, c'est ça. Ouais. Est-ce que voilà, il y a des agents qui viennent vous solliciter directement à la fin du match? Comment ça se passe? Oui, ça peut arriver. Après, c'est des matchs qui sont regardés, parce que c'est des matchs contre des clubs pro. Cette saison, il y a notamment eu le match contre le PFC, qui est un club de Ligue 1, mais on a joué aussi contre des clubs de Ligue 2 nationale, donc c'est assez regardé. Et puis forcément dans les tribunes, il y a des agents, il y a des membres, des dirigeants de clubs qui sont eux aussi en recherche de joueurs, et voilà, c'est important aussi pour ce club-là d'avoir le NFPFC, je parle, d'avoir des bons résultats un petit peu dans ces matchs amicaux, même si c'est pas l'objectif premier, mais ça montre quand même que c'est quelque chose de crédible, avec des bons joueurs, et forcément que ça ramène toujours plus de personnes au match. Vincent, tu parlais de l'accueil que tu as reçu, donc c'est pas la première fois en plus que tu fais le stage avec l'UNFPFC. On a cette impression de bienveillance. En fait, on en parlait lors des émissions précédentes, notamment avec Gaël Kakuta. On dépeignait une vision assez triste du monde du foot, où tu es quand même très tout tourne autour de sa propre personne. Tu vois, tu as un monde très égoïste, très dur. Et en fait, là, on a l'impression qu'à l'UNFPFC, vous êtes dans une sorte de bulle, et qu'en fait, chacun essaye de pousser pour que l'autre réussisse. Il y a moins cette concurrence, et il y a ce côté un peu plus, tu vois, on se tire tous vers le haut, en fait, pour réussir à tous trouver un contrat. Ouais, c'est exactement ça. On est tous dans le même bateau, on est tous sans contrat, on cherche tous justement à avoir un nouveau club, et il n'y a pas de concurrence. Déjà, on joue tous le même nombre de matchs, le même nombre de minutes. Forcément, ça dépend aussi des blessures, des petites blessures qu'on peut avoir, ou choses comme ça, mais c'est vraiment cette ambiance-là. Moi, ça me fait énormément plaisir d'être allé à ce stage, et puis de parler, et puis d'échanger avec tous les membres du staff de l'UNFPFC.
parce qu'il y a cette dimension humaine dans le foot que forcément on a peut-être un petit peu perdu, parce que c'est le monde du foot qui veut ça, c'est la volonté de résultat qui veut ça aussi, mais vraiment c'est cette dimension humaine, ces contacts avec les gens qui sont bienveillants, qui sont gentils, qui sont à notre service, et puis vraiment c'est un stage fantastique d'une organisation géniale et organisé par des personnes vraiment top personnes. Vincent, comment t'expliques le fait qu'il y a autant de joueurs qui se retrouvent maintenant sans club? Parce qu'on a l'impression qu'il y en a de plus en plus chaque année. Est-ce que t'expliques ça par l'évolution du foot, et comme dit Kylian, le foot il a changé? Ou est-ce que c'est aussi par rapport à la crise des droits télé? Comment toi tu analyses ça? Moi, je pense qu'il y a aussi cette crise des droits télé qui a fait énormément de mal au club, et forcément ça se répercute aussi sur les joueurs. Les clubs ont des effectifs peut-être plus restreints que les saisons précédentes. Donc voilà, c'est comme ça, c'est le monde du foot qui est comme ça en ce moment. Mais bon, chacun essaie de tirer son épingle du jeu. Ça marche, en tout cas, Rémi, ce stage UNFP. Oui, parce qu'avec Brian Levasseur, notre chef d'édition, vous avez préparé une petite infographie pour montrer un petit peu les bénéfices de ce stage UNFP. Sur 42 joueurs inscrits sur l'édition 2024, 38 ont signé un contrat. Donc, ont retrouvé un club après avoir justement joué pour l'UNFP FC. On n'a pas encore les chiffres cette saison, mais Marcus Coco, l'ancien joueur de Nantes, a trouvé un club. Oukidja, le gardien de Metz, a lui aussi trouvé un club. Le club dans lequel Vincent a fait son essai, je crois. Exactement, il me semble. Vincent, il s'est blessé aussi, le pauvre. Ah, Oukidja s'est blessé aussi. Mais en fait, ils sont plus de la moitié sur les 40 et quelques, 47, je crois, de cette saison à avoir trouvé un club pour l'instant. Et après, voilà, Vincent aurait pu en trouver un. Il y a eu la blessure aussi. Donc, on est quand même sur des stats qui sont honorables, très honorables pour l'UNFP FC. Vincent, juste, c'est quoi le regard que vous portez l'un sur l'autre? Par exemple, quand tu vois un Marcus Coco qui arrive au stage, tu lui dis pas, mais gars, qu'est-ce que tu fais ici? T'es trop fort. Et est-ce que certains t'ont dit ça aussi? Toi, Vincent, qu'est-ce que tu fais ici? T'aurais ta place dans un autre club? Enfin, tu devrais déjà être sous contrat. Comment vous vous exprimez les uns envers les autres? Ouais, c'est sûr que j'étais un petit peu surpris de voir Marcus Coco au stage, mais après je comprends aussi sa démarche. Il veut pas forcément s'embarquer dans quelque chose qui ne lui plaît pas au moment présent. Donc, et je trouve que sa démarche elle est louable de venir s'entraîner avec l'UNFP FC plutôt que rester chez lui et s'entraîner tout seul. Je pense que dans tous les cas c'est bénéfique aussi pour lui. Pour le club aussi, parce que ça fait quand même un petit peu plus de pub d'avoir Marcus Coco dans les rangs de l'UNFP FC, puisqu'il sort quand même de pas mal de saisons pleines en Ligue 1. Et Cosiello aussi. Et puis Cosiello, oui, c'est vrai qu'on m'a fait aussi la remarque que jamais on aurait pensé me voir ici. Mais voilà, c'est l'histoire de ma carrière, c'est l'histoire de chacun a sa carrière, comme je dis souvent, et puis faut savoir essayer d'en tirer le mieux de chaque carrière. Et donc c'est au cours d'un des matchs amicaux, c'est ça, donc des matchs que vous disputez, que tu t'es fait mal donc au tendon d'Achille, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je me suis fait donc une rupture du tendon d'Achille, match contre Rouen. Et c'est un petit peu, c'est complètement rageant parce que justement à l'échauffement du match, je me suis fait la réflexion. Ça fait bien longtemps que je me suis pas senti aussi bien physiquement, parce que j'avais eu un petit peu des galères au niveau de ma hanche par le passé, mais je me sentais vraiment très bien et être revenu à un top niveau physique. Et puis finalement 20 minutes plus tard, tout seul sur un appui, je me suis rompu le tendon d'Achille. Donc voilà, c'est une blessure qui est très difficile à prévenir si on n'a pas de douleur auparavant, comme j'en avais pas. Donc c'est comme ça. Et puis voilà, je suis sur le chemin de la rééducation que je connais malheureusement, mais qui me fait pas peur. Donc voilà. Et quand ça se passe comme ça, c'est-à-dire que tu as été blessé, est-ce que l'UNFP FC continue quelque part son travail de club et t'entoure médicalement? Tu as eu le droit à des conseils? Comment ça s'est passé par la suite?
Non, ça s'est super bien passé de leur côté. J'ai été pris en charge directement par le kiné que j'embrasse parce que c'est vraiment un très bon kiné, un bon gars aussi, qui m'a... On peut peut-être donner son nom, Vincent? Ouais, Sam Pignolet. Sam Pignolet, grosse dédicace à toi. Bravo Sam. Et puis, ouais, et puis donc qui m'a mis jusqu'à dans l'avion pour rentrer le lendemain matin sur Nice, parce que j'avais des examens à faire là-bas, mais qui a attendu le soir jusqu'à 1h du mat, qu'on me donne une botte de marche, des béquilles, etc. Et puis aussi Olivier Guillet qui est le préparateur physique, avec qui je suis aussi en contact assez souvent et qui me propose son aide dans ma réathlétisation qui viendra plus tard. Maintenant c'est plus une phase de rééducation, et forcément qu'avec Sam j'ai discuté par rapport aux images que j'ai faites, de ce que lui pensait. Bon, malheureusement son diagnostic de l'examen physique qui m'avait fait, ben, finalement son diagnostic il était bon, malheureusement. C'était la rupture, mais voilà, c'est vraiment aussi cette... Il n'y a pas que, j'en oublie forcément, c'est tout l'UNFP qui est derrière moi. Je me sens vraiment soutenu et encadré dans ma vie de tous les jours. J'ai énormément de messages ou d'appels téléphoniques avec eux pour juste savoir comment ça va déjà. Et puis si j'ai le moindre problème, le moindre souci, que ce soit au niveau de ma rééducation, au niveau du sportif, au niveau juridique, ou même de ma reconversion, je les appelle et dans l'heure j'ai une réponse, si c'est pas dans la minute. Et comment ça se Donc passe voilà, alors? pour dire qu'en France, on est vraiment très très bien traité par notre syndicat. On a énormément de chance. Et par rapport à ton aventure à l'UNFP-FC, tu disais que tu as eu ce contact-là avec un club serbe. Est-ce que tu as eu d'autres sollicitations? Et est-ce que, par exemple, vous refilez les bons plans entre joueurs quand on sait que, par exemple, il y a tel club qui recherche tel profil? Est-ce que, voilà, là, la concurrence, il n'y en a pas? Est-ce que, voilà, si vous, ça ne vous tente pas, si toi, ça ne tente pas, je ne sais pas, il y a un club belge qui vient de solliciter, est-ce que tu refiles, entre guillemets, le plan à l'autre milieu de terrain avec qui tu joues à l'UNFP? Comment ça se passe? Oui, forcément. Plusieurs fois, j'ai des agents qui m'appellent, qui me demandent est-ce que ça pourrait intéresser tel ou tel joueur d'aller dans tel ou tel endroit. Forcément, je vais demander aux joueurs, et puis après, je les mets en contact. Il y a pas de... Non, mais bon, ça c'est des choses que je ferais même si j'étais pas à l'UNFP. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas ce sentiment de concurrence. Au contraire, on est tous encore une fois dans le même bateau, et quand il y en a un qui signe, on le voit d'ailleurs dans le document, on est tous contents pour lui, on lui souhaite bon vent et plein de réussite. Vincent, tu parlais des formations offertes par l'UNFP. Bon, on sait que c'est pas dans tes projets d'arrêter le foot tout de suite, mais quel genre de formation ils proposent, et qu'est-ce qui, toi, t'a intéressé dans le catalogue offert par l'UNFP? Donc, ils ont un service reconversion qui est vraiment top, parce qu'il y a vraiment énormément de possibilités. Ils sont aussi partenaires avec beaucoup d'organismes de formation. Donc, moi, j'ai passé en juin dernier mon DUGOS, donc c'est un diplôme universitaire gestionnaire des organisations sportives que j'ai fait sur 2 ans, qui est en partenariat avec le STAPS de Lyon, que j'ai passé. Et là, je me suis inscrit du coup en licence gestionnaire et développement des clubs, en gros, et ça se passe super bien. Et puis, étant donné que j'étais blessé aussi en mi-juillet finalement, et que ma licence reprenait en septembre, j'ai voulu quand même reprendre une formation en plus, celle de recruteur, de scouting, qui est proposée aussi par un organisme en partenaire de l'UNFP, qui est très intéressante. Donc voilà, j'ai voulu je veux préparer un petit peu ma reconversion, même si c'est pas mon objectif premier. Mon objectif premier, c'est vraiment de retrouver les terrains, et puis de décider moi-même quand est-ce que je veux terminer ma carrière, que ce soit pas une blessure qui décide pour moi. Et puis après, mais je pense que voilà, j'ai le temps aussi pour préparer mon après-carrière, notamment dans cette phase de rééducation.
Je suis pas mal occupé et ça m'occupe pas mal la tête, l'esprit et puis c'est très bien comme ça. Vincent, 2 questions avant de parler de ton expérience au Népal. D'abord, comment on fait quand on est joueur professionnel et qu'on veut adhérer à l'UNFP? Qui finance l'UNFP? C'est vous avec vos adhésions de joueurs? Est-ce que c'est pas les droits télé aussi? Est-ce que c'est la ligue qui reverse un peu d'argent? Et deuxième question, comment ta famille, ton entourage proche a vécu cet été du NFP, la blessure, les sollicitations, Belgrade, ces petites choses-là? Alors déjà, l'UNFP, comment c'est financé? Ben, forcément qu'il y a une adhésion, mais c'est une part minime de leur revenu. Leur revenu, c'est plus par rapport aux droits télé. Je sais pas exactement quel est le pourcentage qui leur revient, mais je sais que voilà, c'est les droits télé qui financent grande partie l'UNFP. Peut-être que j'ai une connerie parce que je sais pas non plus vraiment comment ça se passe le fonctionnement interne de l'UNFP, donc ils me rectifieront si ils voient la vidéo, chose qu'ils feront sûrement. Et donc pour répondre à la deuxième question, comment ça se passe pour mon entourage proche? Ben forcément je suis en contact quotidien avec mon entourage proche. Et puis j'ai l'habitude de prendre des décisions en famille, donc j'en parle forcément à mes parents, notamment à mon père avec qui j'ai toujours pris les décisions, et puis on essaie de peser le pour le contre, de savoir ce qu'il faut faire, et on essaie de prendre la meilleure décision au moment présent. Alors Brian me souffle dans l'oreillette que les clubs participent à hauteur de 2,5% et les joueurs 4%. Pour l'UNFP. D'accord, mais la majorité, ça reste quand même la Ligue qui, je pense, abonde grâce aux droits télé, en espérant que la baisse des droits télé ne pose pas souci. Tiens, c'est une bonne idée, on va inviter quelqu'un de l'UNFP un jour dans l'After FC. Allez. Ça nous permettra de faire un vrai zoom sur ce qu'offre aux joueurs l'Union nationale donc des footballeurs professionnels. On le disait, donc, ta dernière expérience de joueur, ça remonte donc au mois de mars, et c'est une expérience quand même qui est assez unique, parce que tu as décidé de partir, alors en Asie, il y en a des championnats, mais toi tu es parti au Népal. Comment on se retrouve joueur au Népal, Vincent? Comment on se retrouve? Ben, c'est une bonne question, forcément. Parce qu'on y va plus pour faire de l'alpinisme. Tu vois, on se dit plus, tiens, je vais aller grimper l'Everest plutôt que jouer au foot. Ou fumer les gros manges aussi, pour certains. Ça, c'est un choix. Ah bah non, c'est vrai. Non, c'est vrai que j'arrivais dans une période où je pouvais que m'entraîner à Grasse, au RC Grasse, que je fais un coucou parce qu'ils m'ont accueilli les bras ouverts. Donc je pouvais malheureusement que m'entraîner après ma blessure à la hanche, parce que j'avais passé le délai aussi du marché des transferts du 31 janvier, je pouvais plus signer. Donc je m'entraînais tous les jours, et c'est vrai que quand on s'entraîne tous les jours c'est bien, mais il y a toujours le week-end où on se demande qu'est-ce qu'on fait, parce que c'est pour ça qu'on s'entraîne, et c'est pour ça que je suis footballeur professionnel, pour jouer les matchs. Donc c'est vrai que ça me manquait énormément, et j'ai reçu l'appel d'un coach belge par l'intermédiaire d'un agent. Qui me dit regarde Vincent, je reprends une équipe au Népal, le tournoi dure 1 mois et demi, dans 2 mois t'es de retour chez toi en France, viens jouer des matchs, et puis on voit comment ça se passe. Et du coup j'ai dit ok, avec plaisir. Moi, tu lui as dit ça tout de suite, Vincent? Tu t'es pas dit attends, quand le mot Népal apparaît dans la conversation, tu te dis pas qu'il y a un fake? Non, je me dis pas qu'il y a un fake, parce que l'agent, je sais qu'il est sérieux, et que le coach, je l'ai regardé un petit peu sur internet qui c'était, et j'ai vu que c'était quelqu'un de sérieux, qui avait fait une grande expérience, pas forcément en Europe, mais un petit peu à l'étranger, enfin beaucoup à l'étranger, aussi en Europe, mais aussi dans des clubs comme le Raja Casablanca, des grands clubs tunisiens aussi, et puis il était aussi une petite expérience en Asie, en Chine. Donc et puis c'est vrai que moi je fais beaucoup au feeling,
Et le feeling est directement bien passé avec ce coach-là, qui lui aussi savait pas non plus trop où il allait mettre les pieds, pour être honnête. Mais finalement, il est arrivé, il est arrivé au Népal avant moi. C'est vrai que ça m'a rassuré qu'il y soit et que je l'appelle et qu'il soit déjà au Népal avant que j'y sois. Mais après, voilà, moi je me suis dit que je l'ai pris aussi comme une expérience humaine, une nouvelle expérience. Et puis honnêtement, j'avais envie de reprendre le foot dans des matchs officiels. Et franchement, j'en suis très, très content. Et Vincent, quand tu vas là-bas, tu vas pour juste retrouver l'intensité d'un match de foot, ou tu espères quand même être repéré? Parce qu'au Népal, c'est vrai que, enfin moi personnellement, c'est la première fois que j'entendais parler d'une expérience de foot comme ça au Népal, sachant que, en plus tu le disais, c'est un tournoi, tu savais exactement aussi le nombre de matchs que tu allais jouer, ou pareil, ça c'était un peu flou? Alors, dans quel état d'esprit j'y vais? C'est vrai que après ma blessure à la hanche, c'est une blessure qui est pas ordinaire, et j'ai malheureusement essuyé un petit peu des refus de clubs à cause de cette opération que j'ai subie à la hanche, et des clubs qui émettaient des réserves concernant ma capacité à jouer des matchs. Et du coup, je me suis dit, même si c'est du Népal, tu vas enchaîner les matchs, parce que je savais que les matchs allaient être très rapprochés, parce que c'est un tournoi qui dure un mois et demi, mais où il y a énormément de matchs quand même, et pendant ce mois et demi là. Et du coup, c'est un petit peu dans cet état d'esprit que j'y suis allé. J'avais pas de doute sur ma capacité à jouer des matchs, mais c'est forcément que ça m'a fait plaisir de m'en rendre compte vraiment en réel. Et puis je me suis dit que peut-être que ça pouvait aussi m'ouvrir une porte sur l'Asie. Donc même si c'est pas non plus forcément mon objectif d'aller jouer en Asie, mais voilà, toutes les expériences sont bonnes à prendre, et encore une fois, je suis très content de mon passage là-bas. Et justement, tu parles d'expérience, Vincent, mais comment ça s'est passé? Est-ce que tu es parti tout seul déjà? Et sur place, à quoi ça ressemble la vie de footballeur au Népal, et la vie tout court au Népal? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les clubs là-bas, ils sont un petit peu en conflit avec leur fédération. Et du coup, ils boycottent un petit peu le championnat népalais. Ils participent pas au championnat népalais, mais je viens de suivre que normalement, la situation va être débloquée prochainement. Et en fait, c'est un promoteur qui vient et qui fait son tournoi privé. Et en fait, toutes les équipes sont logées dans un hôtel le temps de la compétition. Donc les hôtels sont des hôtels différents. Moi, j'y suis allé tout seul. On avait le droit à 6 étrangers, donc 6 joueurs comme moi étrangers. Donc il y en avait 3 de Génération Foot. Il y avait un joueur d'Ouzbékistan et un joueur de Sierra Leone, plus le staff qui était, enfin le coach et le coach adjoint qui étaient belges, les deux. Donc on était tous dans un hôtel. Et puis après, c'est vrai que au niveau des entraînements, c'était un petit peu compliqué, parce qu'il y a un manque d'infrastructure qui est vraiment très, très important dans ce pays-là. Mais le stade, il était bien pour jouer la compétition, il était correct. C'était pas forcément la Champions League, mais franchement, c'était très correct. Et puis même le niveau, même si c'était pas non plus le top niveau européen, ça reste du foot. Et voilà, on trouve des bons joueurs techniquement partout. C'est surtout tactiquement que c'était beaucoup plus faible. Mais voilà. On t'a vu avec le trophée d'homme du match. À quel niveau, toi, tu t'es situé durant cette compétition au Népal, et quel joueur tu es aujourd'hui par rapport à celui que nous, on a découvert et qu'on a encore en tête quand tu as débuté le foot à l'OGC Nice, et évidemment où tu nous avais ébloui et tu avais un petit peu choqué aussi la Ligue 1? Moi, je me sens bien. Une fois que je suis bien physiquement, c'est vrai que je me trouve un bien meilleur joueur que lorsque j'étais en Ligue 1. Je sens mieux le jeu, je me sens meilleur techniquement, donc je me sens bien meilleur aussi tactiquement. Mais c'est vrai que physiquement, j'ai malheureusement eu pas mal de blessures qui m'ont toujours freiné.
Mais c'est vrai que quand je me sens bien physiquement, ben, je suis capable de retrouver toutes mes sensations. Et c'est vrai que durant ce stage à l'UNFP, je me sentais vraiment très bien. D'ailleurs, j'avais le retour du préparateur physique qui me disait qu'il y avait une énorme évolution par rapport au stage précédent, parce qu'en fait, le stage précédent, il arrivait, c'était mes premiers entraînements collectifs après ma blessure à la hanche, donc c'est vrai que physiquement, j'étais pas au top de ma forme. Et puis sur ce deuxième stage, finalement, j'étais bien mieux et donc voilà, et pour parler de cette expérience au Népal, j'ai joué plus haut sur le terrain que j'avais eu la possibilité de jouer quand j'étais en Ligue 1. Donc j'étais plus en deuxième attaquant numéro 10. Mais voilà, je suis capable de jouer plusieurs postes milieu. Je préfère jouer un petit peu plus bas pour organiser le jeu, mais voilà, de toute façon, une fois que je suis sur le terrain, je prends mon plaisir et peu importe où je joue, quoi. Sur une échelle de 1 à 10, tu la noterais sur à combien cette expérience au Népal et par rapport aussi aux autres expériences que tu as pu connaître, que ce soit en Ligue 1, au Portugal, en Allemagne? Ouais, ça c'est compliqué. C'est compliqué parce que chaque championnat a ses caractéristiques ouais. Mais c'est vrai que si on parle niveau de foot, non, je vais parler de niveau, allez, d'N2 en France. N2, ouais, une bonne N2 en France parce qu'il y a toujours des bons joueurs, mais tactiquement, par contre, encore une fois, c'est vraiment pas les mêmes schémas, les mêmes sensibilités. Mais voilà, de donner une note, c'est pour l'expérience humaine, je donnerais aussi une très bonne note. Et concernant le profil de joueur que tu es aujourd'hui, c'est toujours le même qu'à l'époque à Nice, c'est-à-dire ce milieu de terrain élégant, technique, dans la virtuosité, toujours inspiré par Iniesta, un petit peu, c'était aussi ton idole, je crois, à l'époque. Ouais, ça a toujours été mon idole. C'est le joueur que je regarde énormément maintenant, c'est Pedri qui a repris un petit peu le flambeau d'Iniesta. Mais non, je suis toujours le même joueur. J'ai pas pris 30 cm en taille depuis que j'ai quitté la France. Mais non, je suis toujours, encore une fois, le même joueur que j'ai été, en me plaçant un petit peu dans les bons espaces, en essayant de bien organiser, de bien orienter le jeu, et puis qui donne tout dans tous les cas sur le terrain. Et après cette expérience au Népal, comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que le téléphone il a sonné? Est-ce que tu as eu des propositions? Est-ce que tu as refusé? Dans quel état d'esprit t'étais? C'était de revenir en Europe? C'était comment? Non, je sais pas. Je suis jamais fermé à quelque chose. Donc forcément, quand le téléphone sonne, ben je réponds. J'ai eu quelques contacts en Asie où ça aurait pu le faire. J'ai un petit peu hésité, mais j'ai quand même voulu attendre et voir ce qu'il arrive aussi en Europe. C'est vrai que revenir en France, c'est toujours dans le coin de ma tête parce que c'est là où je me sens quand même le mieux. J'ai toujours eu le rêve de partir jouer en Espagne, mais voilà, donc c'est vrai que en revenant en France, j'avais la possibilité de faire le stage avec le NFP. Donc je me suis dit, allez go, de toute façon tu le connais, le stage, et puis ça me faisait aussi énormément plaisir de revoir les membres du staff. Et donc voilà, donc j'ai pas vraiment d'objectif particulier sur il faut que j'aille dans ce club-là, il faut que j'aille dans ce championnat-là. Je regarde ce qu'il arrive et puis après on essaie de prendre les bonnes décisions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de toi au quotidien? Est-ce que tu as un agent, Vincent? J'ai pas un agent attitré, je discute avec plusieurs personnes qui sont un petit peu dans des zones géographiques déterminées. J'ai des bons contacts forcément avec eux, et puis j'ai toujours mon père qui est présent et qui est de très bons conseils
ma carrière. T'as jamais voulu avoir enfin, je sais pas, est-ce que tu as déjà eu un agent attitré et pourquoi tu n'en as pas aujourd'hui? Est-ce que tu trouves que c'est pas forcément utile? Alors, honnêtement, dans ma carrière, j'ai jamais signé de contrat de représentation exclusif avec un agent. À tort ou à raison, moi j'ai toujours fonctionné comme ça. Donc on peut dire peut-être qu'il aurait dû. Ou encore une fois, c'est toujours très facile de dire il aurait dû ou de réécrire l'histoire maintenant qu'on connaît les tenants et les aboutissants. Moi, je pars du principe qu'une relation d'agent à joueur, ça doit être une relation de confiance et que forcément que l'agent qui a le bon contact dans un club, si c'est lui qui te ramène et que s'il y a une commission à prendre, c'est logique que ce soit lui qui la prenne et pas celui qui finalement il a pas forcément travaillé sur le dossier. Donc c'est plus comme ça que moi j'ai vu la relation avec un agent. Donc voilà. Alors, il y a eu le Népal, mais il y a eu aussi d'autres expériences par le passé depuis que tu as quitté donc la Ligue 1 et l'OGC Nice. Tu es parti d'abord en Allemagne, au FC Cologne, c'était en janvier 2018. C'est d'ailleurs ton premier véritable transfert finalement, parce que tu signes un contrat longue durée là-bas en Allemagne, en Bundesliga à l'époque. Ouais, je signe un contrat de 4 ans et demi, j'arrive en janvier. J'ai vraiment aimé jouer en Allemagne. En Bundesliga, après malheureusement on est tombé en seconde division, mais on est remonté de suite en faisant champion de deuxième Bundesliga. J'ai énormément aimé jouer là-bas, j'ai aimé l'ambiance des stades forcément, et puis forcément le côté professionnel du foot allemand, même si honnêtement, ça me changeait pas énormément de l'OGC Nice au niveau du côté professionnel, parce qu'on travaillait énormément, vraiment très bien au club. D'ailleurs, c'est Lucien Favre qui disait qu'en arrivant à l'OGC Nice, il avait été surpris de la qualité de l'investissement des joueurs au niveau professionnel, parce qu'on a cette image à l'étranger que les joueurs français, on est un peu nonchalant, on est un peu arrogant, on travaille moins que les Allemands par exemple, mais finalement on travaille aussi très bien, et moi ça a toujours fait partie de ma personnalité de donner le maximum de mes capacités aux entraînements et en match. Donc voilà, pour parler de cette période, c'était vraiment très agréable de jouer pour ce club aussi historique et club traditionnel avec ses fans. Malheureusement, j'ai aussi commencé des petites blessures qui m'ont empêché de profiter pleinement de mon expérience en Allemagne. Tu signes à Cologne, ensuite tu vas être prêté dans plusieurs clubs, dont notamment le Paris FC. Je voulais savoir, moi, quel regard tu portais sur cette expérience-là à l'époque, parce qu'elle arrive au moment du Covid, hein. Tu joueras finalement que 6 matchs, même si le bilan ne sera pas mal, puisque tu gagneras plusieurs matchs avec le Paris FC. Est-ce que déjà à l'époque, quand on voit ce qui est devenu le Paris FC aujourd'hui, tu avais senti un projet tel qu'il est aujourd'hui et des ambitions concrètes et en place pour justement parvenir à cet objectif? Alors c'est vrai que j'arrive dans une période compliquée pour le club, parce que on est 19e quand j'arrive, 19e de Ligue 2 du coup, et l'objectif forcément c'est de se maintenir. Mais la saison précédente, ils avaient fait une très bonne saison, et je sais aussi que la Ligue 2 c'est quand même un championnat un peu aléatoire. Une équipe peut faire une très bonne saison sur une saison, et puis la saison d'après passer complètement à travers. On a vu avec malheureusement le Stade Malherbe de Caen cette saison qui est tombée. Donc voilà, mon objectif c'était de reprendre du temps de jeu. J'avais un bon coach, un bon contact aussi avec le directeur sportif, le coach, aussi le président. Qui m'ont fait venir, et on voit le coach là, René Girard, justement. Voilà, donc c'était ça, il me semble, c'est peut-être mon premier match ou mon deuxième match, et du coup malheureusement je joue que 6 matchs, parce que le Covid a arrêté le championnat en mi-mars, et je suis arrivé le 31 janvier.
Mais pendant ces 6 matchs, on a réussi à sortir le Paris FC de la zone de relégation. Du coup, l'objectif était rempli. Et puis sur la saison d'après, j'avais la possibilité, ils m'ont donné aussi la possibilité de revenir en prêt sur une saison. Et franchement, j'ai hésité parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui pouvait se passer. Je sentais que Paris FC allait faire une très bonne saison et pourquoi pas jouer pour monter en Ligue 1, chose qu'ils ont fait. Mais finalement, j'ai encore une fois mon rêve de jouer en Espagne qui s'est pas réalisé. J'avais des bons contacts avec un club à ce moment-là, et puis après l'opportunité est passée. Oui, le Paris FC a fait autrement, a recruté aussi à mon poste, et du coup ça s'est pas fait. Mais c'est vrai que au niveau du club, de la structure du club, du centre d'entraînement qu'ils avaient refait, tu sentais quand même qu'il y avait une marge de progression pour ce club, et que voilà, que le club était vraiment en train de grandir. On peut aussi parler de la qualité de leur formation. Je pense qu'en fait sur Paris, il y a tellement énormément de grands joueurs, de bons joueurs, de jeunes joueurs qui vont dans des centres de formation aux alentours, parce que finalement le PSG peut pas garder tous les joueurs, donc s'il se base sur les joueurs de région parisienne, il y a énormément de joueurs disponibles. Et puis moi je me suis toujours demandé pourquoi en France, à Paris, grande ville, il n'y avait qu'un club en Ligue 1. On voit dans les capitales européennes, ou à Londres, il y a je sais pas combien de clubs. Madrid, il y en a plusieurs. Barcelone, Turin, Milan, toutes les villes ont plusieurs clubs. Donc vraiment, il y avait quelque chose à faire de ce côté-là aussi. Et finalement, je suis pas surpris plus que ça que de l'évolution du club. Alors forcément, je pouvais pas savoir qu'il allait être racheté, que avec les investissements aussi du groupe Red Bull et de la famille Arnaud, pardon. Mais j'ai toujours un regard particulier pour ce club, parce que j'ai passé des bons moments, et puis le coach qui est en place était aussi au club durant mon passage, donc forcément que ça me fait plaisir aussi. Vincent, tu évoquais le rendez-vous manqué avec l'Espagne. Est-ce que tu peux nous dire de quel club il s'agissait, et pourquoi ça n'a pas marché, et pourquoi après tu as fait ce choix du Portugal? Pourquoi j'ai fait le choix du Portugal? Parce que j'avais toujours des bons feelings, avec le coach qui était en place là-bas. Qui a été un nouveau coach maintenant, qui je pense il travaille pour la fédération. Je pense qu'il est sélectionneur des U21 portugais, je suis pas sûr, mais donc voilà, j'ai un bon feeling avec lui. Portugal, c'est quand même une ligue technique. Je savais pas qu'elle était aussi tactique, donc ça je l'ai appris là-bas. Et pourquoi ça s'est pas fait en Espagne? Parce que c'est comme ça dans les discussions, finalement. On s'est pas forcément mis d'accord, notamment au niveau du prêt avec Cologne. C'était un club de Liga? Voilà, c'est comme ça. C'était un club de Liga, oui. On peut pas donner le nom? C'était non, je préfère pas, je sais jamais, parce que j'ai pas l'accord du club. Ça fait plutôt, de toute façon, c'est vrai que ça fait longtemps que c'est. Et pourquoi l'Espagne alors? Pourquoi ça te fait tant rêver, l'Espagne? Mais parce que le style de jeu, je pense, me correspond quand même pas mal. Et puis c'est vrai que quand je regarde les matchs espagnols, ça pue le football. J'ai envie de jouer dans ces clubs-là. Après on joue bien aussi au foot partout, mais c'est vrai que j'ai grandi, la fin de mon adolescence et mes débuts à l'âge adulte, c'était les victoires aussi de la sélection espagnole, et puis la grande équipe du Barça, avec Xavi, Iniesta, Busquets au milieu de terrain, qui moi m'ont énormément inspiré. Et qui, à un moment donné, ou juste au moment de mon passage pro, c'est à ce moment-là qu'ils sont si forts. Et je pense que finalement,
ce qu'ils ont fait pour au niveau de leur club, au niveau du Barça, moi ça m'a servi aussi pour ce passage pro et voilà, c'est cette envie de jeu que les formateurs à l'OGC Nice et le coach principal qui était Claude Puel à l'époque voulaient mettre en place aussi à l'OGC Nice. Vincent, est-ce que parfois tu as eu l'impression de jouer de malchance? Parce que quand on regarde parfois ton parcours, tu arrives à Cologne. Bon, alors, même si vous descendrez, tu seras champion de D2 allemande. Ensuite, il y aura un passage en Belgique où finalement ça se terminera par le club à Ostende, voilà, le club qui fera faillite. Au Paris FC, tu arrives, c'est le Covid. Est-ce que parfois tu as eu l'impression d'être au mauvais endroit, au mauvais moment, ou on va dire que c'est beaucoup plus large que ça? Je te dis ça parce qu'on a reçu Gaël Kakuta il y a quelques semaines qui nous expliquait que parfois les étiquettes et la malchance des fois faisaient du joueur entre guillemets une sorte de chat noir. Est-ce que voilà, ça tu l'as ressenti parce que le foot c'est parfois un petit milieu ou pas du tout? Non, après moi il y a tellement de choses qui rentrent en compte dans une saison et c'est tellement aléatoire. C'est pour ça que même au niveau ça n'a rien à voir, mais au niveau des paris sportifs, c'est tellement difficile de prévoir ce qui va arriver. Donc c'est vrai que quand je prends une décision, j'estime que c'est la meilleure à ce moment-là. Après, je peux pas savoir que le Covid va frapper et que le championnat va être arrêté en France et qu'il va pas reprendre alors qu'il a repris dans d'autres pays. Là où je pouvais, je savais qu'il y avait énormément de chances pour que le club descende en deuxième division. C'était lors de mon départ à Cologne, parce que le club était dernier, mais j'ai un très bon contact avec le directeur sportif à l'époque qui me dit que la saison de la remontée va être bâtie autour de moi, chose qu'il a faite. Et que l'an prochain, on passe une saison en deuxième Bundesliga et puis après on est de retour en première division avec une équipe qui est bâtie autour de toi et qui joue dans l'élite du championnat allemand. Donc voilà, c'est ça, je le savais. Et puis après, pour la Belgique, la Belgique, c'est un championnat aussi particulier parce que il y a Club de Bruges, Anvers, il y a aussi Genk et Anderlecht. Maintenant, il y a l'Union aussi. Mais après, le reste des équipes, c'est vraiment très, très homogène. Et du coup, tu peux faire une très bonne saison, terminer quasi européen. Et puis, tu peux galérer pour ta survie et jouer le maintien toute la saison et tomber en deuxième division. Donc, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Le système de play-off n'aide pas non plus en Belgique, parce que c'est l'Union justement qui avait fini premier et qui n'avait pas été champion au final parce que c'était les play-offs qui faisaient foi. Tiens, Vincent, tu as donc eu une expérience au Portugal. Alors c'était un endroit particulier du Portugal, c'était sur l'île de Madère, au club Deportivo Nacional. Est-ce que Cristiano Ronaldo, il est partout là-bas? Parce qu'il est de là-bas, Cristiano. Ouais, il est de là-bas, c'est son premier club aussi. Il a sa statue au port de Madère, il a un musée, il a un hôtel aussi. Après, j'ai pas non plus ressenti son omniprésence, même si les gens sont forcément très, très fiers qui viennent de l'île de Madère. En tout cas, c'est une île magnifique, et puis c'était vraiment très, très agréable d'y jouer. C'était de la première division portugaise, et puis même le cadre de vie, il était tout simplement incroyable. Vincent, on a une petite surprise pour toi de quelqu'un qui t'a entraîné il y a plusieurs années, qui voulait t'adresser un petit message et d'ailleurs qui a même failli te recruter. Écoute. Salut Vincent, j'espère que tu vas bien. On s'est eu il y a quelques temps, donc j'étais déjà sur le chemin du retour avec tout le courage et l'abnégation qui est la tienne pour le métier que tu adores, footballeur professionnel. J'ai une image qui me vient lors du fameux tournoi qu'on avait fait à Saint-Etienne. T'étais en moins de 17, toi, je t'avais récupéré pour ce fameux tournoi. Donc t'avais 2 ans de moins que les autres et le talent tu l'avais, donc on n'avait pas de doute. Mais c'est surtout ce courage lors de la demi-finale où tu tires ce penalty qui nous propulse en finale.
On n'était pas du tout favoris, on a gagné ce tournoi. Donc voilà, c'est l'image que j'ai de toi, le dernier match que tu as fait avec moi d'ailleurs. Et puis je voulais te poser une question concernant ton futur, à la fin de ta carrière de footballeur. Est-ce que tu penses épouser celle d'entraîneur ou éducateur sportif? Parce que je pense que tu aurais plein de choses à transmettre. Voilà, beaucoup de courage, je t'embrasse, à bientôt, ciao. Voilà, c'était David Bettoni, ton formateur à l'AS Cannes de 2006 à 2013, qu'on embrasse, qu'on remercie. Et du coup, on te laisse répondre. Ouais, bah déjà c'est une super surprise de quelqu'un que j'admire et qui m'a énormément inspiré et qui m'a marqué. C'est vraiment le premier entraîneur qui a finalement cru en moi. J'ai le souvenir du centre de formation à l'AS Cannes où j'étais encore bien jeune et qui me disait des phrases du genre, lui il s'en souvient pas parce que quand j'ai discuté avec lui il s'en souvenait plus, mais qui m'avait dit Vincent, si tu réussis pas, je bouffe un rat. Et c'était une période c'était une période où c'était vraiment pas évident de le dire. Il m'a énormément marqué ce coach et je le remercie pour cette vidéo. C'est vrai qu'on s'est un petit peu loupé l'été dernier au club africain de Tunis, mais en tout cas c'est quelqu'un qui a une vraie vision du football qui me plaît et que j'adore, qui sait comment entraîner ses joueurs, qui sait comment le côté humain aussi, qui n'a pas oublié ce côté humain du sport. Et donc pour répondre à sa question, forcément que j'aimerais continuer dans le domaine du foot après ma carrière. J'en ai discuté avec lui justement il n'y a pas assez longtemps, donc c'est toujours très sympa de l'avoir au téléphone. Il m'appelle pour me demander des nouvelles. C'est quelqu'un vraiment que j'apprécie footballistiquement mais aussi humainement. Et donc mais je sais pas exactement dans quel domaine je trouverai ma voie dans le monde du foot, si c'est plus dans les bureaux, mais je pense que le terrain me manquera toujours, donc forcément que ce soit dans la formation ou pour une équipe première, d'être entraîneur, forcément que ça m'intéresserait fortement. De toute façon, je pense que j'aurais besoin de conseils venant de sa part, et je saurais prendre mon téléphone, l'appeler pour lui demander. Et en tout cas, je le remercie encore pour l'espoir qu'il m'a donné, pour la façon dont il m'a géré, la façon dont il m'a encadré, et puis pour sa vision du foot que moi je partage. David Bettoni qui a été l'adjoint aussi de Zinedine Zidane au Real Madrid. Est-ce qu'il aurait sa place dans le staff de Zizou en équipe de France après la Coupe du Monde, Vincent? Alors moi je le connais en tant que formateur, en tant qu'aussi entraîneur, et je peux dire que du bien de lui. Après c'est pas encore établi que ce soit Zidane, même si c'est tout ce que finalement chaque Français souhaite après Didier Deschamps. Mais voilà, j'espère en tout cas qu'il fera partie de l'aventure, et je suis sûr qu'elle sera couronnée de succès comme partout où il passe finalement. Alors tu nous as parlé de tes blessures, Vincent, tout à l'heure, blessure à la hanche, on le sait, donc en ce moment tu es blessé au tendon d'Achille. Alors on ne peut pas dire que toi tu es victime des cadences infernales, mais on voulait quand même parler d'un sujet qui fait l'actualité en ce moment, parce que on dit que les joueurs de foot jouent beaucoup trop. On voulait te faire réagir par rapport à des déclarations notamment de Marcelo Bielsa et de Jules Koundé. Rémi, on va peut-être les lire ces déclarations-là. Bien sûr, sachant qu'avant on a vu que tu avais, mine de rien, pas loupé beaucoup de matchs sur blessure, hein, tout au long de ta carrière, même si bon, évidemment la dernière t'éloigne des terrains, mais c'est aussi parce que tu es sans club. Mais pour en revenir à Marcelo Bielsa, il a déclaré: si on ignore les conséquences de tous ces matchs et de tous ces déplacements, n'importe quel joueur va finir par se blesser. C'est ce qu'il avait dit le 29 septembre dans le rapport de la FIFPro, effectivement, voilà, sur les cadences infernales subies par certains joueurs. Ouais.
Toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu trouves que aussi maintenant il y a trop de matchs? Est-ce que tu trouves que les jeunes sont lancés trop vite et on les utilise et on les fait surchauffer entre guillemets? Quel regard tu portes sur justement cette surutilisation des joueurs? Moi, c'est compliqué de donner mon avis personnel sur une saison à 60-70 matchs, parce que j'ai jamais fait 60-70 matchs durant une saison, mais c'est vrai que quand on voit tous les joueurs qui en parlent, c'est un rythme vraiment effréné, et c'est vrai que moi, ce que je peux parler, c'est que de 38 matchs dans une saison pour un championnat à 20 matchs, à la fin de la saison, on sent qu'on a besoin de se reposer physiquement, mais aussi mentalement. Donc j'imagine que pour 70 matchs, ça doit être une cadence quasiment infernale. Il faut pas oublier que voilà, les joueurs sont les premiers concernés par le spectacle qu'ils produisent, et que la qualité des matchs est très importante pour que les spectateurs et les supporters puissent profiter pleinement de ce sport. Donc c'est vrai que moi je pense qu'il faut écouter les joueurs, il faut écouter les entraîneurs également, et c'est vrai que c'est bien, en tant que fan de foot, on peut regarder du foot tous les jours, en ce moment, toute l'année, même avec cette nouvelle compétition, mais c'est vrai qu'il faut penser à la santé et à la qualité, à la santé des matchs, à la santé des joueurs, pardon. Tout d'abord, et puis aussi à la qualité des matchs. Vas-y. Non, juste parce que tu l'as dit, donc tu fais partie de l'UNFP. Est-ce que il y a quand même cet esprit de corps chez les footballeurs, notamment ceux qui font partie du syndicat, de se dire, même si toi tu le vis pas toi-même, il y a cette envie de protéger le footballeur, qui est trop souvent associé à une marchandise et entre guillemets quelqu'un dont on peut multiplier les matchs pour un bénéfice qui sera pas le sien, quoi. Non, forcément que faisant partie de cet organisme, l'UNFP, on essaie de se défendre chacun, mais même sans faire partie de cet organisme, finalement c'est du bon sens pour moi, ça fait partie du bon sens. Les producteurs finalement de spectacles restent quand même les joueurs, et s'il y a plus de joueurs parce qu'il y a trop de blessés, il y aura plus de spectacle. Donc même de ce point de vue-là, finalement business, si je puis dire, il faut aussi y penser, et puis penser surtout à la santé physique et mentale des joueurs qui est vraiment primordial, et qui voilà, il faut veiller à maintenir un équilibre qui permet aux joueurs de bien se sentir physiquement et mentalement. On le voit avec l'exemple également de Lamine Yamal dans ce rapport, comme quoi les joueurs mineurs jouent de plus en plus de matchs avant leur majorité, avant l'âge de 18 ans. On le voit donc dans ce rapport, il y a une charge de match beaucoup plus forte qu'à l'époque justement d'Andrés Iniesta. Tu as débuté ta carrière également très tôt, évidemment. Je crois que tu étais mineur d'ailleurs au moment où tu fais tes débuts en pro, Vincent. Est-ce qu'on lance pas les joueurs trop tôt désormais dans la carrière ? Ça, je sais pas, c'est trop tôt. Après, c'est difficile de dire. Il y aura forcément des joueurs qui seront lancés trop tôt parce qu'après ils assumeront pas, ils pourront plus pas niveau mental, et que au niveau de la carrière ça va descendre et décroître. Mais il y en a d'autres comme Lamine Yamal qui finalement lui il a pas de problème, et donc voilà, ça dépend vraiment de la personnalité des joueurs. Et c'est vraiment, je pense, au cas par cas qu'il faut agir. Donc voilà, c'est vrai que maintenant c'est un petit peu, ça reste du business, donc forcément on essaie de faire jouer le joueur le plus rapidement possible pour qu'il ait une très grande marge de progression, et puis même au bout d'une dizaine de matchs, si on peut le vendre pour une belle plus-value, on va pas se priver. Ça fait partie du foot, c'est comme ça, c'est peut-être malheureux, mais il faut jouer avec les cartes du jeu, et tout en faisant attention et en étant le plus attentif, surtout à la santé des joueurs. Et Vincent, n'oublie pas que tu n'as que 29 ans et on te souhaite évidemment de vite revenir sur les terrains. On a très envie de te revoir, nous, sur un terrain de foot, Vincent.
C'est gentil en tout cas, merci beaucoup. Le national, c'est pas mal parce qu'on a les droits. En plus. On a les droits, on diffuse. Donc, si un club de national te chauffe, n'hésite pas. Comme ça, on pourra te commenter tous les vendredis à 19h30 sur les chaînes Twitch et YouTube d'RMC Sport. Et voilà, c'était l'instant promo. Ben, je vous regarde en tout cas. Je vous regarde en tout cas sur ces matchs-là aussi. Super, merci beaucoup Vincent, merci pour ta disponibilité. Bonne Merci, convalescence, Vincent. bonne rééducation Merci, et merci. on te dit à très bientôt. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Bonne fin de journée. Et l'After FC revient bientôt. Ciao.